on se retrouvait durant les veillées d'hiver, devant un bon feu, à colporter les dernières nouvelles et les derniers ragots, à se raconter des histoires qu'on répétait inlassablement, comme en témoigne l'introduction des contes de la Meunière, écrits par Marguerite Gonon, qui les connaissait par cœur du même coup. Alors, on ne lisait jamais les contes, contrairement à ce qu'on va faire ici, on écoutait et on les répétait. On les répétait autour, ailleurs, et parfois très loin, puisque maintenant des spécialistes qui se sont passionnés pour les études de contes se sont aperçus qu'il y en avait qui avaient voyagé, parfois du fin fond de l'Asie, transportés par les caravaniers. Alors l'exemple typique que tout le monde connaît, je crois, c'est par exemple celui de Cendrillon. Donc ce mode de transmission exclusivement orale est une caractéristique de ce genre. Alors ici, plus modestement, hein, on n'est pas de Chine, mais les soirées contes se terminaient par un grignotage de châtaignes qu'on avait fait griller sur le feu, donc c'était des veillées d'hiver, hein, et d'ailleurs c'était adapté au mode de vie. Il y avait trop de travaux à faire en été pour se permettre de perdre du temps à se raconter des histoires, mais l'hiver c'était un bon moment à passer, en plus une seule cheminée pour chauffer tout le monde. Ça se terminait donc par un grignotage de châtaignes grillées, arrosé de cidre nouveau, puisqu'ici il y avait des gens qui pressaient le cidre, ou de vin, de très bon vin de Saint-Marcelin, puisque mon voisin avait ses vignes à Saint-Marcelin. Ça devait être délicieux. On vous laisse vous asseoir, prenez votre temps. Hein. C'était juste d'y arriver discrètement. Bonsoir alors. Alors, les siècles passants, on a constaté très tôt finalement qu'il y avait une disparition progressive de contes traditionnels. C'est alors que des érudits ont tenté d'en conserver le souvenir en les relevant. Tâche assez malaisée, parce que chaque conte existait souvent en plusieurs variantes. Pour prendre l'exemple de celui que vous connaissez tous et dont on va reparler plusieurs fois dans cette séance, il y avait au moins une centaine de variantes du Petit Chaperon Rouge. Donc ceux qui les ont relevés n'ont pas eu la tâche facile. À partir du moment où ils les écrivaient et où ils les communiquaient par écrit, ils les fixaient et ils figeaient une forme, ce qui contribuait à faire oublier les variantes. C'est dans cette perspective que Perrault, lui aussi, se met à relever des contes et il en relève un certain nombre qu'il publie dans les contes de Perrault en 1697. Après, en ajoutant d'autres textes, ça deviendra les contes de ma mère Loi, dont vous connaissez le titre peut-être plus par l'œuvre musicale de Ravel que par Perrault, mais enfin voilà, bon c'est... donc celle que propose... La version du Petit Chaperon Rouge que propose Perrault en 1697 est assez éloignée des versions populaires qu'on se racontait de village en village, parce qu'il fallait bien plaire au goût de l'époque et à ses lecteurs de la bonne société. Parce que là maintenant, on va lire le Petit Chaperon Rouge local. De fait, ce n'était pas à lire ni devant les enfants, ni devant les jolies dames. La version locale n'est pas copiée, notre version locale n'est pas copiée de celle de Perrault, parce qu'elle est beaucoup plus ancienne. Voici par exemple la version du son en forêt. On a 4 versions pour le coin, 4 versions relevées, du son en forêt, Saint-Jean-Solémieux, Chazot et le Gerbier des Joncs. Alors le Gerbier des Joncs, si jamais on fait d'autres soirées comme celle-ci, on y refera allusion parce que c'est une conteuse, Nanette Lévesque, qui a raconté beaucoup d'histoires anciennes. Alors, la version du sang en forêt a été relevée au milieu du XIXe siècle par Louis-Pierre Gras. Si vous vous intéressez à la langue locale, vous avez peut-être entendu parler de ce monsieur qui nous a fait un dictionnaire du parler forésien. Alors, voilà pour les différentes versions. Elles sont toutes plus courtes que celles de Perrault.
locale, il fallait en choisir une. J'ai choisi celle du son en forêt. Quelques remarques. Le petit chaperon rouge est connu, on trouve des traces depuis le Xe siècle. Donc, c'est une vieille histoire qui a beaucoup traîné. C'est par commodité que je vous parle du petit chaperon rouge, parce que vous le connaissez tous sous ce nom. Mais dans notre région, il ne s'appelait pas du tout le petit chaperon rouge, il s'appelait la petite fille et le loup. Le petit chaperon rouge, c'est le nom de... c'est dû à une coiffure qui a été à la mode d'ailleurs bien avant Perrault, mais qui a été rendue populaire par l'imagerie qui accompagnait souvent le conte. Et il me semble même que jusqu'à Tex-Avery, il y a encore le petit chaperon rouge. Alors, dans Perrault, on voit bien quel présent elle emporte à sa grand-mère, mais là, il est question déjà du chaperon rouge, mais dans les nôtres, non. Un détail important, mais mystérieux pour nous, se retrouve dans presque toutes les versions populaires de ce conte. À un certain moment, quand le petit chaperon rouge rencontre le loup lui demande si elle préfère le chemin des épingles ou le chemin des aiguilles. Mystère, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Heureusement, on nous l'a expliqué parce qu'on n'aurait pas trouvé tout seul. C'est un choix pourtant qui est signifiant, car les aiguilles sont les instruments de couture dont toutes les petites filles apprenaient à se servir dès leur plus jeune âge, alors que les épingles servaient à retenir les cheveux. Coiffer, c'est donc une marque de coquetterie. Et quand le loup propose au petit chaperon rouge le choix entre le chemin des épingles ou le chemin des églises, c'est un choix important. Je vais donc vous le lire et je vous ferai quelques remarques après, parce qu'on n'est pas ici pour baratiner, parce que si on voulait baratiner sur le petit chaperon rouge, on y serait pendant 8 jours. Hein. Tellement il y a eu d'ouvrages écrits, ça a passionné, hein. En particulier la comparaison entre le petit chaperon rouge officiel de Perrault et ensuite des autres qui ont suivi, celui de Grimm que vous connaissez aussi sans doute, ça a passionné les ethnologues, les anthropologues, etc. Donc il y a une littérature abondante. Nous ici on fait juste quelques remarques. Je vous le lis. Il n'est pas très long, vous allez voir. Il y avait une fois une petite fille qui allait voir sa grand-mère. Elle avait un petit panier où on lui avait mis une petite molette de beurre et des petits fromages. Quand elle fut en chemin, elle rencontra le loup, qui lui dit « Où vas-tu, petite ?»« Je vais voir ma grand-mère. »« Que lui portes-tu, petite ?»« Du beurre et des fromages. »« Par quel chemin veux-tu passer ? Par celui des petites pierres, là c'est petites pierres dans celui-là, par celui des épingles. » Par celui des épingles, pour lui emporter. « Mais ton panier t'embarrassera, dit le loup. Donne-le-moi, je te le porterai. Je peux passer par le chemin des pierres, et nous nous trouverons à la porte de ta grand-mère. » La petite fille lui donna le panier. Le loup courut pour arriver le premier. Quand il fut à la porte de la grand-mère, il frappa. La grand-mère dit « Qui est-ce ?»« C'est votre petite fille qui vient vous voir. »« Que m'apportes-tu, ma petite ?»« Du beurre et des fromages. »« Tire la bobinette et le loquet tombera. » Le loup le fit, entra, et quand il fut dedans, referma la porte et tua la grand-mère. Il mit son sang dans un plat sous la table et sa chair dans le placard, quand il en eut assez mangé. Puis il s'alla coucher dans le lit de la grand-mère. La petite arriva, frappa comme lui. Le loup lui dit « Tire la bobinette et le loquet tombera. »« Que m'apportes-tu, ma petite ?»« Je vous apporte des épingles. Je vous apportais du beurre et des fromages, mais j'ai trouvé le loup qui me les a pris. J'avais peur qu'il me mange, et je les lui ai donnés.
Tu as bien fait, ma petite. Grand-mère, j'ai bien faim. Ouvre le placard, tu trouveras de la viande dans un plat et tu en mangeras. Et pendant qu'elle mangeait, le loup lui dit: tu manges la chair de ta grand-mère. Que dites-vous, grand-mère? Que je mange votre chair? Je te dis de te dépêcher pour venir te coucher. Grand-mère, j'ai bien soif. Bois dans le plat qui est sous la table. Et pendant qu'elle buvait, le loup lui dit: tu bois le sang de ta grand-mère. Oh, grand-mère, que dites-vous? Que je bois votre sang? Non, je te dis que j'ai 100 ans. Grand-mère, j'ai bien sommeil. Viens te coucher près de moi. Quand la petite fut dans le lit, elle trouva des jambes toutes velues. Grand-mère, que vous avez les jambes velues? C'est de vieillesse, de fatigue, j'ai entraîné dans les bois et dans les terres. Grand-mère, que vous avez les ongles longs? C'est de vieillesse. Grand-mère, que vous avez les dents longues? C'est pour te manger. Le loup mangea la petite et s'en alla content. Ainsi, quand vous trouverez dans les chemins un homme qui voudra porter votre panier, vous ne l'écouterez pas, mais vous ferez votre chemin parce qu'il pourrait bien vous manger. Donc, quelques remarques. Le petit chaperon rouge, je continue par habitude à l'appeler le petit chaperon rouge, je suis incorrigible, je devrais dire la petite fille. Choisis donc le chemin des épingles. Et là, je cite Louis-Pierre Gras, avec lesquels, comme le fait observer Louis-Pierre Gras, on peut s'attifer, plutôt que celui des aiguilles, avec lesquelles il faut travailler. Deuxième citation, le motif cruel et primitif de la chair et du sang que la petite fille est invitée à consommer se retrouve dans toutes les versions populaires de ce conte. C'est par exemple un ethnologue du nom de Delarue qui l'a étudié et qui nous le dit, mais pas dans Perrault. Dans Perrault, vous, quand on vous a lu ça quand vous étiez petit, la petite ne mangeait pas la chair de sa grand-mère. Mais vous remarquez que la petite fille est avertie de la nature cannibale, il faut bien appeler les choses par leur nom, du repas et de la boisson qu'elle ingère. En même temps, c'est à la mode, puisqu'il y a un film, je n'avais pas choisi exprès. Donc, c'est la grand-mère qui est dévorée d'abord, en partie par le loup, puis ensuite par sa petite fille, comme si le loup avait sacrifié la grand-mère pour la faire manger ensuite par la petite fille. Cet acte de cannibalisme symbolise la transmission d'une génération à l'autre, par le sang, le lien entre les membres d'une même famille, de la grand-mère à la mère qu'on n'a pas vue, puis à celle de la petite fille. Dans les contes traditionnels, les épisodes d'élimination d'une femme par une autre de la même famille ne sont pas rares. C'est, en somme, une chaîne continue. La petite fille mange celle qui a donné la vie à sa mère, donc à elle, qui à son tour donnera la vie à des enfants. Certains ethnologues en concluent que finalement le petit chaperon rouge, c'est pas si triste que ça, à cause de cette espèce de lien qui est souligné. Le conte, après ça, se termine par les questions que vous connaissez bien, de la petite fille au loup sur les pattes de la grand-mère, velue ou bourrue, dans la version de Saint-Jean-Solemieux. Ensuite sur ses ongles, ensuite sur ses dents. La réponse du loup est toujours la même dans notre région. C'est à cause de la vieillesse qu'il a les pattes velues, les dents longues, les griffes, etc. Et le conte se termine très vite par l'acte de dévoration. Leçon. Le conte est destiné à avertir des dangers qu'il y a à parler avec un inconnu.
image du prédateur sexuel avec ses pattes velues. Je ne sais pas si tous les prédateurs sexuels ont des pattes velues, mais bon. Oui. Alors, d'autres contes traditionnels de la région appartiennent au répertoire des contes que nous connaissons depuis notre enfance. Il y a aussi le petit pousset, les trois petits cochons, mais maintenant, nous allons abandonner ces contes que vous connaissez tous pour changer de registre et on va proposer des contes d'un autre type, issus de la tradition orale, racontés d'abord en patois, donc ça se tiendra parce qu'on ne comprendra pas, puis traduits, mettant en scène des personnages et des situations grotesques de la vie, de la vie quotidienne. Ces contes facétieux qui tournent en ridicule des personnages qui habituellement ont le pouvoir, le mari sur sa femme, le curé sur ses ouailles, une mère sur un fils complètement niais, qui est un type récurrent dans les contes. On commencera donc par un extrait des contes de Jean-Pierre en Pays Rouennais, de Louis Mercier, qui s'appelle « La clé de la cave ». La traduction garde quelques expressions locales, faciles à comprendre, mais au cas où vous ne les comprendriez pas, je dirais juste peut-être le sens de deux mots. Les tupines sont des marmites ou des pots en terre. D'ailleurs, il me semble qu'à Saint-Bonnet-les-Oules, il n'y a pas une foire aux tupines, ou aux tupins. Non. Ah, c'est bien. Voilà. Je croyais qu'il y en avait à Saint-Bonnet-les-Oules. Et le Thomas désigne non pas le voisin, mais le pot de chambre. Hein. Et il est important que vous compreniez pour la lecture. Est-ce qu'il y a d'autres mots difficiles qui pourraient vous échapper? Difficiles, non. On peut tout faire par en devinant. Non, finalement, je pense que ça passe. Quand même, je dirais, au cas où Chantal ne vous le dise pas, qu'il y a peut-être une expression qui peut vous étonner. C'est aussi insupportable qu'une huppe. La huppe, vous savez comme c'est mignon et joli, mais voilà que là dans le conte, elle est insupportable. Alors pourquoi est-elle insupportable? C'est un oiseau qui avait la réputation d'être très sale. Comme c'est joli, je ne vais pas y croire. Ensuite, on invite un personnage à boire dans un bassin d'eau. C'est pas un bassin où on lave le linge, c'est un mot qui pouvait désigner la louche. Enfin, un caquillon, je ne sais pas si Chantal a l'expliqué, oui, non, non, je te laisse faire. Oh bon. C'est un baril de 20 litres de vin. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des mots qui pourraient vous échapper. Le Gannet. Ah, mais non, ça c'est pour le dernier. Oui, je regarde au fur et à mesure. Et et puis pour jurer, au lieu de dire Miladial comme mon grand-père, ou Miladieu comme d'autres, ils disent nom de bout. Moi j'aimais bien Miladial, mais enfin bon, passons. Donc voilà la clé de la cave.